Ça y est, Dana White a pété son câble cette nuit et nous a annoncé plein de trucs. Ilia Topuria n'est plus le champion des featherweight. Manon Fiorot combat pour la ceinture. Les UFC 314 et 315 se sont embellis de dingue. Le main event de l'UFC Londres a changé. Bref, on a une masse d'infos à traiter juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Bon, Brian, il y a plein de façons d'aborder ça, par excitation, voilà, on va faire par ordre chronologique, ce sera le plus simple, le plus logique. L'UFC Londres, c'est le 22 mars, donc c'est le premier événement qui a bougé avec les annonces de cette nuit. Le main event n'est plus Leon Edwards contre Jack Della Maddalena, mais Leon Edwards face à Sean Brady. JDM est poussé sur l'UFC 315, dont on discutera un peu plus tard dans le podcast, pour disputer le titre face à Belal Mohamed, car il semblerait que Shavkat soit blessé. Voilà, Edwards contre Brady, ça reste un solide combat. Contender numéro 1 face au contender numéro 5. Edwards qui vient de perdre son titre face à Belal et Brady qui est sur 2 victoires de suite. Depuis sa défaite contre Belal, il a emporté son combat contre Gastelum et puis contre Burns. Il est cool. Franchement, je suis un peu déçu parce que JDM contre Edwards, ça m'intéressait de dingue. Mais Brady contre Edwards, il y a un côté très intriguant aussi. Ouais, bah écoute, je pense qu'effectivement, est-ce qu'on y perd au change un petit peu? Ouais. Maintenant, c'est vrai que pour Edwards, j'aime bien le profil grappleur de Sean Brady et le fait qu'il soit testé, en tout cas sur un de ses points faibles, un des points faibles qu'il a montré. Ouais. Il a ouvert ce qu'on appelle un blueprint, tu vois, un vrai chemin de victoire contre lui sur ce domaine-là par Belal Mohamed, et j'aime beaucoup moi les match-ups qui répondent au combat d'avant, tu vois. Ouais. Est-ce que ce blueprint il est vraiment bien imprimé et donc mon ami ça va être la descente parce que tout le monde va le suivre, ou est-ce que tu es capable de refermer cette porte parce que tu vas mettre toutes les choses en œuvre, et ça je n'en doute pas, hein, pour pouvoir corriger tout ce qui n'allait pas sur le précédent combat, tu vois. Ouais, je te rejoins. En fait, on y perd en sens parce que JDM contre Edwards, ça donnait une dynamique très intéressante. J'y pensais encore hier, Ouais. parce que sur l'aspect pied-point, ça allait vraiment être très intéressant. JDM plus sur la distance de boxe, Edwards plus sur le reculoir qui veut gérer à distance de kick. Et je m'étais fait la réflexion, je me dis, malgré que ça va être beau en pied-point, j'aurais bien voulu voir ces deux-là aussi échanger au sol parce qu'ils ont tous les deux un grappling dont on parle peu, mais qui est très intéressant. Par contre, je pense qu'on aurait eu pas mal de phases de sol, hein. Je pense qu'on aurait Ouais. pu avoir un Leon Edwards qui initie la lutte pour pouvoir emporter des rounds. Ça, je n'en doute pas. Ouais, et face au scramble de JDM, ça aurait pu être très très beau. Mais de l'autre côté, comme tu viens de le dire, nous dans le MMA, ce qu'on aime bien aussi, c'est les combattants et les grands champions, les champions ou les combattants élites qui montrent cette capacité à réinventer leur jeu quand on a exposé une de leurs faiblesses, ou exposé en tout cas un vrai chemin vers la victoire pour eux. Et ce choix de matchmaking pour moi est très bon parce que justement ça permet à Leon Edwards, qui a encore le temps, à 22 mars, ça lui laisse un mois pour retravailler là-dessus, de montrer qu'il a envie de se réinventer pour refaire sa route vers le titre, parce qu'il doit partir du principe qu'il y a une haute probabilité, ou en tout cas il y a une réelle probabilité que s'il veut récupérer ce titre, il devra de nouveau passer contre Belal Mohamed. Exactement. Alors, le 12 avril, c'est l'UFC 314. Là, on a eu des annonces qui envoient des patates. On commence par le Fighting Nerds qui a 4-0 à l'UFC avec 4 finishes et 4 bonus. Carlos Prates, il est annoncé face à Jeff Neal, 10e au classement, qui a gagné contre Rafael Dos Anjos dans sa dernière sortie, après avoir enchaîné 2 défaites contre les grands de la division, Gangari et Shavkat Rakhmonov. Ici, voilà, on perd un peu un combat fan de striking à l'UFC Londres. On en récupère un à l'UFC 314. Je pense que pour les fans de pied-point, Jeff Neal contre Carlos Prates, c'est une pépite. Ouais, je pense, hein. Je pense que là, clairement... Alors, est-ce qu'elle passe sous les radars? Je ne sais pas. Dites-nous. On va voir. Mais c'est vrai que, clairement, c'est un très bon combat. Carlos Prates, on attendait un retour. Enfin, moi, personnellement, j'avais un peu peur
de le revoir combattre face à quelqu'un de non classé ou pas forcément face à un nom, ne pas être testé. Là, je pense qu'effectivement, on a un vrai test et une sorte d'opposition de style debout, en fait. Vraiment une précision, une allonge d'un côté, un style vraiment dangereux des deux côtés, quoi. Ça tape, ça touche, ça fait mal, tu vois. Ouais, tu sais quoi, je vais aller regarder les stats maintenant, rapidement sur le nombre de finishes. Donc Jeff Neal, il a 16-6 en carrière. Sur les 16 victoires, on en comptabilise quand même 10 par KO, dont 5 au premier round. Il a 2 soumissions, il faudra toujours faire gaffe à ça. Donc les 3/4 de ses victoires sont avant la limite. Et du côté de Carlos Prates, qui a 21-6 dans sa carrière, lui, il a 16 victoires sur 21, donc 76% par KO. Il en a 3 par soumission. Et ça lui fait 90% de ses victoires avant la limite. Et comme on en avait déjà parlé, Carlos Prates, c'est pas spécialement quelqu'un qui a construit son palmarès. Avant l'UFC, il est passé par le One, il est allé au LFA. Donc on voit quand même des bons noms accrochés avant de signer à l'UFC. Et il a 3 fois plus de combats à l'UFC. Hein. Donc plus tu montes de niveau et plus c'est difficile aussi de mettre KO ses adversaires. Donc il faut le souligner. Hein, que c'est un gros cogneur quand même. Écoute, ça va être un très bon test, très bon combat. Voilà, j'imagine comme ça que Prates va être favori. Ça me semble relativement logique, tu vois. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que Jeff Neal, sur ses dernières sorties, quand c'est des adversaires qui sont un peu comme lui, ça fait longtemps qu'ils sont là, assez expérimentés, il arrive à les passer, mais contre les jeunes, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. Ces deux dernières sorties, Gary Rachmanov, il les a pas passées, tu vois. Ouais. Donc ouais, je pense que ça va être un très bon combat. Maintenant, Prates, il est à la frontière, tu vois, 31 ans, en welterweight, tu peux plus être considéré comme jeune, mais t'es pas encore considéré comme âgé non plus. Donc voilà, c'est intéressant. Et l'autre point intéressant, c'est... Neal, il a quel âge ? Neal, il a 34. 34. Mais c'est même pas sur la question de l'âge, hein, c'est vraiment sur la question de l'expérience. Ouais, l'expérience, et le kilométrage. Il y a eu un véritable renouveau chez Carlos Prates, tu vois, une sorte de renaissance dans son style, qui fait que pour moi, il est en pleine dynamique, tu vois. Ouais. Il est vraiment en pleine dynamique et Geoff Neal, il est bien installé. Et on sait très bien, quand tu es bien installé, tu commences à avoir des zones de confort. Et ça, c'est pas toujours ce qui est le plus recommandé. Donc, il aura l'expérience. Mais voilà, il y a un confort. Il va pas sauter au prochain combat, tu vois. S'il perd, il va pas sauter. Ça on peut en être persuadé, être sûr. Donc pour moi, je le vois... Je vois quand même, dans la question jeunesse, etc., un en pleine bourre et un qui est déjà installé et qui a un peu moins à prouver. Ouais, ça peut être perçu comme un potentiel passage de flambeau, avec, selon moi, Prates qui a peut-être un plafond de verre un peu plus haut que celui de Jeff Neal, qui, selon moi, a montré ses limites aussi. Oh oui, je pense. Hein, je suis pas sûr qu'on ait à nouveau, qu'on ait du renouveau. Hein. Non. Et c'est peut-être aussi une des raisons de ces dernières défaites. Sur des adversaires qui l'ont pris très au sérieux, qui l'ont battu difficilement. C'est ça, très qui difficilement. En voulaient plus, ou alors qui ont montré plus pour que les juges leur octroient la victoire. Ouais, en fait, Shavkat a montré qu'il en voulait plus. Ouais. Et Yann Gary aussi a été Yann Gary a montré aux juges qu'il était capable de faire plus pour prendre un round. C'est ça, mais c'était deux combats serrés. Hein. C'était très serré. Donc ça c'est bien avec Jeff Neal, c'est que effectivement on le voit pas comme un futur champion. Par contre pour les potentiels futurs champions, c'est un sacré client, c'est un sacré morceau. Il est très compliqué à passer. Donc très bon test ici pour Carlos Prates. Ouais. Sur la même carte, en fait on a 2 doubles annonces, mais j'ai commencé par une double annonce. Patricio Pitbull, l'ancien champion dominant et multi-champion du Bellator, a signé à l'UFC et il fera ses débuts face à Yair Rodriguez, qui lui est sur 2 défaites consécutives contre Volkanovski et Ortega, donc pas de honte par rapport à ça, depuis qu'il était devenu champion intérim après sa victoire contre Josh Emmett. Ici aussi un combat assez intriguant. Et sur le matchmaking aussi, je suis en train de me dire, voilà, tu as un Patricio Pitbull qui n'est pas reconnu pour sa vitesse, qui a 37 ans, et on le fout contre le gars potentiellement le plus rapide de la division, Yair Rodriguez. Ouais, c'est vrai, j'avais pas eu cette grille de lecture.
Écoute, je sais pas, hier Rodriguez, c'est vraiment. J'ai vraiment du mal à me projeter sur ses combats, tu vois. Dans le sens où, enfin voilà, pour moi, il est capable vraiment d'être incroyable et puis de l'autre côté, de décevoir. Je pense qu'on est. Enfin, décevoir. Ouais, ouais. Ça passe ou ça casse, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oh, Patricio Pitbull, pour être honnête, je connais. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu combattre, hein, franchement. moi, j'ai commenté son dernier combat, mais encore une fois, c'était contre Jeremy Kennedy. C'est pas mauvais, c'est pas le niveau top UFC, tu vois. Ici, on le met contre quand même le top UFC. Tu le dis, il y a Yair Rodriguez, il y a un côté peut-être un tout petit peu irrégulier chez lui, mais dans tous ses combats, il va faire de très belles choses. Contre Brian Ortega, son premier round est vraiment pas mal. Contre Volkanovski, je pense que Volkanovski, à 2-3 moments, tu te dis quand même, ok, pas facile. Les victoires contre Josh Emmett et contre Brian Ortega, c'était des belles performances. Contre Max Holloway, il fait un sale combat. Il perd, mais il fait un sale combat. Et voilà, avant ça, sa carrière, elle est magnifique. Si ce n'est sa défaite contre Frankie Edgar qui lui a permis d'un tout petit peu se réinventer sur sa lutte défensive et son grappling. Tout le reste, c'était des victoires à l'UFC. Donc clairement, il a prouvé dans son ascension qu'il faisait partie du top 8 de la division. Et une fois qu'il est dans le top 8, il va montrer chaque fois de belles choses, mais il va pas chaque fois avoir sa victoire. Ouais, je sais pas, moi, sur sa carrière, il faut se rappeler qu'il a failli se faire virer parce qu'il refusait des combats, hein. Je sais pas si tu C'est te vrai. rappelles de cette C'est vrai. période-là, c'était Ouais, un ouais. peu monsieur qui choisit, monsieur qui évite. Ouais, exact. Donc j'irai pas jusque-là, tu vois, une victoire contre BG Penn, bon, Ouais. voilà, c'est avant, alors, ouais, Dan Hooker, mais Dan Hooker, c'était pas le Dan Hooker d'aujourd'hui. Philly, bon, bah, Philly, enfin voilà, c'est des gars qui sont là, mais qui, Ouais, après, Caceres, qui passent difficilement. ouais, c'est vrai que J- une Et zombie, il le puis, passe difficilement aussi. et Après, Frankie Edgar, il était content de le prendre, il s'est dit ça va être easy, il s'est fait rouler dessus, tu vois. ouais, Chan Sung-Moo, il perdait le combat, hein, si je me il rappelle perdait, bien. ouais, il perdait. Il perdait le combat. Ouais, pour moi, je comprends qu'il y ait beaucoup de fans. Il a vraiment un style, mais pour moi, il manque réellement cette fibre Gagné. de gagner, de champion, Ouais, tu vois. ouais. Un mec qui fait des trajets comme ça pour, tu vois, je trouve qu'il a des fois un peu abandonné. euh, Ou sur, jamais eu plutôt. hein? Ou jamais eu plutôt. Non, mais Il a contre vraiment ce côté Volkanovski, je l'ai trouvé bon, et puis à un moment, il a vu que ça passait pas, et pour moi, il s'est laissé aller, tu vois. Ah, il s'est laissé abattre mentalement. Ouais. Hmm. Donc, Ah, écoute, moi, je trouve que le matchmaking est très bon. ouais. J'avais vraiment envie de revoir combattre Yair Rodriguez. Je savais pas trop contre qui. On en avait parlé dernièrement, hein, si, contre Zalal, c'est ça, hein. Ouais, une option pour Je Zalal. t'avais Ouais. dit que j'aurais bien aimé le voir contre Zalal, mais pour moi, il doit prouver qu'il a sa place. Alors, qu'il a sa place dans le top. Mhm. Mais alors, sur ce matchmaking, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas lui qui doit prouver, c'est en Ouais, face, c'est Patricio qui doit prouver qu'il a sa place parmi les meilleurs. Et s'il passe pas, bon, bah ça, clairement, je pense que Yair Rodriguez va reprendre de la valeur, tu vois. ouais, clairement. Clairement, ça va être un combat attendu, hein, parce que Patricio Ouais. Pitbull, je pense que, voilà, je suis pas celui qui a le plus suivi le Bellator, mais certains journalistes l'ont considéré comme potentiellement le GOAT du Bellator, celui qui a eu le plus d'accomplissements au Bellator. Oui. Donc, Ah bah oui. voilà, c'est un combat qui sera extrêmement suivi. Et encore une fois, la stratégie de l'UFC, c'est est-ce que tu considères que le Patricio Pitbull, tu veux l'utiliser à des fins marketing et le faire monter, ou alors justement tu veux un peu mettre un coup en mode voilà, vous voyez, le PFL, le Bellator, ça n'a pas le niveau de l'UFC, tu vois. Est-ce que le matchmaking a été fait pour ça? Je sais pas, mais moi j'aime bien la dynamique, et puis sur les formats aussi, hein, il y a 20 cm d'écart entre les deux. Patricio Pitbull, je crois que c'est 1m60, et si je dis pas de bêtises, Yair Rodriguez c'est 1m80. Il a combattu à 61, hein. C'est un truc de fou. Il a combattu à Ouais, ouais. 61 contre Sergio Pettis, quoi. Ouais. Non, moi je trouve que c'est un bon match-up. Je trouve que c'est bien. Est-ce que c'est un bourbier avec une politique de prouver? Je crois que l'UFC n'en est pas réduit à ça, tu vois. Non, Je pense non. qu'elle a pas à prouver que quand il y a un champion qui arrive de l'extérieur, eux ils sont là pour l'argent. Donc le champion il signe, il est sous la bannière UFC. Personne va dire ah vous avez vu le niveau ailleurs est meilleur parce que sinon ils embaucheraient personne, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, enfin, je sais pas moi.
ça n'a jamais été le cas. Ils se sont pas dit, tiens, quand Conor est arrivé, personne n'a dit, ah, vous avez vu, Conor était champion du Cage Warrior, ça veut dire que le Cage Warrior est supérieur à l'UFC parce qu'il roule sur tout le monde, tu vois. Ouais. Personne n'a jamais dit ça. Donc, non, moi, je pense que ils ont entendu son appel, ils savent que c'est quelqu'un qui est généreux dans ses combats. Ouais. On le voit sur son parcours. C'est un gars qui veut combattre, c'est un gars qui refuse devant, qui refuse, oh là, je parle mal, qui ne recule devant aucun challenge. Et ça, c'est important, je pense, pour l'UFC. Et la preuve, hein, il prend un Yair Rodriguez qui n'est pas un profil facile pour son style. Et il répond présent. Hein. Ouais, et puis il a 37 ans aussi, donc du côté de l'UFC, ils peuvent pas commencer à le construire d'en bas. C'est voilà, on le met directement dans le haut du classement parce que il reste pas très longtemps, quoi. Et puis après, je pense que il prendrait ça un peu comme un affront, hein, si tu lui dis, écoute, je vais te mettre face à un gars non ranké, on connaît pas, tu vois. Ouais. Je pense que non. Ouais, non, il arrive, il a été champion, il a prouvé suffisamment pour qu'on lui mette quelqu'un de classé. Ouais. Et puis, s'il se casse la figure, tant mieux. Enfin, l'UFC pourra exploiter ça en disant, bon, les gars, voyez le niveau des champions ailleurs, d'accord. Encore, je suis pas sûr qu'ils soient réduits à ça. Mais non, je pense que... En tout cas, moi, c'est un match-up que j'aime bien. C'est un match-up que j'aime bien, clairement. Pareil. Alors, sur la même carte, on a Paddy Pimblett, vaincu en 6 combats à l'UFC, qui cherche à continuer son ascension. Et ce sera contre Michael Chandler, qui lui est sur 2 défaites consécutives depuis sa victoire contre Ferguson. J'ai posé la question parce que on est un peu obligé de la poser, mais est-ce que l'UFC est en train vraiment de donner le parcours le plus prenable pour Paddy Pimblett? En question de construction de carrière, là, on y est, là. Ouais, c'est clair. Sans vouloir manquer de respect à Michael Chandler, mais je pense que voilà, dans le top 15, c'est probablement le nom le plus prenable pour Paddy Pimblett et pour n'importe qui en soi. J'ai vu un mec qui a fait des petits liens entre je ne sais plus quel combattant qui a battu un tel, qui a battu Belal Mohamed, là, tu vois. Et tu peux faire des trucs comme ça jusqu'à dire le GOAT, c'est lui parce qu'il a battu, tu vois. Non, la réalité, c'est que effectivement, là, on est vraiment sur la question du style qui fait le combat. Hein. Donc, on a 2 styles différents, un très généreux et pas très réfléchi, je pense. Peu d'allonge, grosse frappe, qui va un peu tout donner et se fatiguer. Et de l'autre, on a un style un peu plus... Il nous a montré qu'il était plus mesuré quand même, Paddy Pimblett. Hein. Ouais, en fait, il a été très généreux à plusieurs moments de sa carrière, mais il est aussi capable d'être plus mesuré. Longiligne, plus mesuré. Non, je pense que le style fait que oui, on peut s'attendre à avoir un Paddy Pimblett favori. En tout cas, on en a déjà parlé, s'il y avait un combat à faire pour le faire rentrer, c'était directement lui qui était le plus favorable. Hein. C'est clair. Ça, clairement. C'est clair. Après, ça reste un combat relativement risqué. On a pas mal de séquences où on a un Paddy Pimblett, le menton à la fenêtre. Le menton à la fenêtre, une fois contre Chandler, ça peut se payer par un KO au premier round. Et on a vu aussi Chandler qui, finalement, dans son dernier combat sur 5 rounds, son meilleur round contre Charles Oliveira, c'est le dernier. Donc, ok, il se fatigue fort parce qu'il explose dans le premier round. Ça ne le rend pas peu dangereux sur la suite du combat. Il restera dangereux sur les 3 rounds. Donc, du côté de Paddy Pimblett, il sera potentiellement favori dans ce combat. Oui. Mais ça reste un combat très dangereux, voire un combat piège pour lui, d'un point de vue style aussi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, je vois clairement, je pense que les codes mettront Pimblett favori, mais pas uniquement parce que c'est le nom qui est en train de monter. Hein. Vraiment parce que moi, personnellement, je miserais sur Pimblett par soumission. Hein. Ouais. Pour être honnête. Oui, le nombre de fois où Chandler se fait prendre le dos, ah ouais. c'est énorme. Ouais. Non, Paddy Pimblett, il faut respecter son niveau. C'est le genre de profil comme ça, tu vois sa tête, tu vois comment il parle, tu dis ce gars-là, il combat juste, tu vois, comme ça, mais c'est des gars qui sont vraiment intelligents, qui ont une science du combat, de la technique. Je sais plus, il a une vidéo où il explique 2-3 techniques qu'il utilise pour grappler à la cage, qui ont peut-être 6-7 ans, tu vois, et c'est de la science. Alors que c'est un gamin et que... À ce moment-là, c'était un gamin, ouais. Il a quel âge maintenant? Ouais.
C'est vrai qu'on est âgé maintenant, même quelqu'un de 25 ans, on peut dire que c'est un gamin. Non, mais à cette époque-là, il avait genre, ouais, là, il a 30 ans. Donc à cette époque-là, Ouais, non, ouais, je pense qu'il avait 22, 23 ans, tu vois, à ce moment-là. Oui. ouais. Mais, ah oui, il a 30 ans. Mais voilà, Ah oui, dans c'est son pas attitude, un après, gamin, vous l'avez tu peut-être pas côtoyé, mais c'est vrai que dans son attitude et tout, Ouais. Il est jouette dans il son est jouette, attitude. comme on dit en Ouais. Belgique. Mais en tout cas, ouais, moi je trouve que c'est un très très bon combat. Et puis, bah, clairement, après, de se faire mettre KO par notre ami. Oh purée, désolé, je perds mes mots. Par Michael Chandler, c'est pas non plus la fin de carrière, tu vois. Non. Non. On, on verra. Mais Dan Hooker, il a bien rebondi suite à ça quand même. C'est vrai. Tony Ferguson, non, mais voilà. On va dire il y a KO et KO, on verra. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, tu peux rebondir suite à une défaite contre Chandler, parce que je pense que si Chandler gagne, le narratif sera, Chandler est bon. Et si on l'a, Paddy ça. gagne, le narratif, ce sera, Paddy valide. Mhm. Je pense pas qu'on aura de narratif réellement négatif. Genre, il était surcoté, fraude chèque ou ce genre de choses. Ah non, je pense pas du tout. Non, je pense pas. Je pense qu'en tout cas, l'UFC fait un très très bon choix sur ce combat-là. À un Ouais. moment donné, on a d'un côté quelqu'un qui veut des money fights. Michael Chandler, il l'a dit, il veut des money fights. Il est là pour l'argent, il est là pour l'argent. Mhm. Pour mettre la famille à l'abri plutôt. Et de l'autre côté, on a un Paddy Pimblett qui veut monter dans les classements, qui veut aussi des gros combats. Et puis voilà, qui regarde un petit peu le chemin le plus safe pour arriver où il le souhaite, hein, ça, Ouais, c'est sûr. En place de l'UFC, en fait, c'est le genre de combat, rien à perdre, tout à gagner, Ah peu oui. importe le résultat. Donc c'est Ah oui. très bien joué de leur part d'un point de vue matchmaking. On finit sur le 314. La vidéo Ouais. n'est pas encore finie, vous inquiétez pas, parce qu'il y a encore beaucoup plus. Autre double annonce pour finir cette carte. Ilia Topuria n'est plus le champion featherweight. Sa ceinture vacante est mise en jeu en combat principal entre l'ancien champion Volkanovski et la flèche montante Diego Lopez, qui est sur 5 victoires depuis sa défaite dans ses débuts UFC contre Evloev. Volkanovski, de son côté, est sur 2 défaites contre Islam et Topuria depuis sa dernière victoire qui remonte à celle contre Yair Rodriguez pour l'unification des titres. Et en plus de ça, on va même dire une triple annonce. Ariel Helwani semble dire que Topuria contre Makhachev est en négociation pour le début d'été. Pour le International Fight Week. Probablement. Ça me semblerait couler de source. Concentrons-nous d'abord sur Volkanovski contre Lopez. On peut parler aussi de Evloev. Concentrons-nous sur où est passé Movsar Evloev. J'espère que ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas le seul à me poser la question. C'est ça que j'allais dire. On peut se dire que Qu'est-ce que c'est que cette histoire que Evloev est snobé. J'en sais rien. C'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais en fait, le triangle Volkanovski, Lopez, Evloev, tu choisis peu importe lequel des trois pour cette ceinture vacante, ça fait un banger. Maintenant, historiquement, Evloev, il se blesse beaucoup si je dis pas de bêtises. Hein. C'est pas le plus actif. Donc, est-ce qu'il était dispo? Ça reste une question, tu vois. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Il est peut-être uniquement patient. Hein. Il sait que là, vu la tournure des événements, il peut patienter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est comme on le disait, je crois, dans le précédent épisode, tu peux devenir champion, non pas parce que tu es le numéro 1 de ta catégorie, mais parce qu'il y a des changements, parce qu'il y a quelqu'un qui monte de catégorie, qui se met à la retraite, qui se blesse tout simplement, et l'opportunité se présente, parce qu'il faut... Enfin, Alexander Volkanovski, bon, ça fait partie des grands champions. Je comprends tout à fait qu'il ait sa chance au titre. Diego Lopez, c'est rapide, quoi, hein, non? Non, honnêtement, en fait, quand tu regardes, pour comparer Evloev et Lopez, ok, Evloev a une victoire contre Lopez. Depuis, il est juste à 2-0. Contre Allen et Sterling. De belles victoires, certes. Ah ouais, c'est vrai. Du côté de Diego Lopez, depuis sa défaite contre Evloev, il est à 5-0. Purée, j'avais oublié ces combats-là. Avec le fait qu'il ait sauvé l'UFC 303, enfin tu vois, il a accepté de prendre Dan Ige à 4 heures du combat. On se rappelle de Dana White qui a dit ça mérite, tu vois, ça mérite une récompense. Donc sur ce point de vue-là, honnêtement, je suis pas choqué. La question se pose, que fait-on de Evloev? Evloev clairement mérite aussi, mais je suis pas choqué. Je suis pas absolument choqué par ce choix de l'UFC. Non, t'as raison. C'est vrai qu'il a été ultra actif.
Parce qu'il est quand même arrivé à l'UFC purée, au mois de mai 2023, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Short ça notice fait, contre Evloev. Et il prend un round et il rend le combat très compliqué. Hein. Si je dis pas de bêtises, il prend. Ouais, c'était un très chouette combat. Hein. Ouais. Ça fait un peu plus d'1 an et demi, un an et 8 mois, c'est ça, 1 an et 9 mois. Ouais. Pour avoir 6 une combats. chance pour la ceinture. Ouais. Pour avoir une chance pour la ceinture, et t'as fait 6 combats. Bah, c'est impressionnant, moi, je trouve. C'est impressionnant. C'est En impressionnant. même temps, il a fait un buzz de dingue. Son combat contre Ouais. Evloev lui a permis de se faire connaître. Et depuis ce combat, tout le monde est ultra derrière lui, en fait. J'ai l'impression qu'il est vraiment soutenu par les fans. Mais je crois Il est que c'est apprécié de beaucoup. Mais je crois que c'est vraiment en plus un très bon gars. Hein. Tu vois, à l'entraînement, etc., il y a beaucoup de bons retours. C'est un très chouette gars qui est très présent. Avant de percer, d'arriver à l'UFC, je pense que c'était un gars qui était un très bon teammate, tu vois. Ouais. Un très bon Et coach, coéquipier. Ça reste le coach de Alexa Grasso aussi. Hein. Il est coach et combattant. Ouais, c'est ça. Hein. En tout cas, moi j'ai toujours entendu des très très bons retours et faut rester honnête. Hein. Quand t'es combattant, ça reste quand même des personnalités à ce niveau-là qui peuvent être un peu égoïstes, tu vois. D'avoir des retours comme ça, c'est relativement rare. Ouais. Et à ce niveau-là, des gars qui sont et ultra généreux, super sympas, enfin généreux dans le sens où tu vas t'occuper des autres, tes coéquipiers, et en même temps arriver à ce niveau-là. Ouais. En tout cas, vraiment, vraiment heureux. Ce combat-là m'intéresse bien, ouais, clairement. Ouais, j'aurais préféré, je vous avoue, hein, personnellement, une revanche contre Evloev pour la ceinture. Moi, ça aurait été, voilà, sur le narratif, sur l'ensemble des choses. Je peux comprendre pour Ouais, je te rejoins. Après, voilà, comme j'ai dit, moi, le triangle m'intéresse. Evloev contre Volkanovski, j'aurais trouvé ça stylé. Evloev contre Lopez pour la revanche, pour la ceinture, c'est vrai que le narratif, et en plus de ça, ce que ça peut donner sur 5 rounds, ça m'aurait intéressé de dingue. Ici, Lopez contre Volkanovski, c'est un très très beau, c'est un vrai banger aussi. Ouais, celui qui prend la ceinture, ce sera un beau champion, et il aura des gros challenges face à lui pour la suite. Moi, je t'avoue que Volkanovski, je trouve que j'entends qu'il ait sauvé des choses, qu'il ait vraiment aidé l'UFC, mais j'aurais préféré le voir sur un combat de reprise, tu vois. Ouais, là, je me demande si l'âge ne joue pas aussi en sa faveur, paradoxalement, tu vois. Que l'UFC se dit, ok, on n'a peut-être pas le temps de reconstruire Volkanovski, mais après, voilà. C'est vrai que t'aurais pu lui mettre un autre combat. Moi, personnellement, après, je vois pas. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que le public il préfère un Volkanovski et tout, mais c'est vrai que je pensais aussi que le public il aime bien aussi le 109. Hein. Ouais. Donc, ce soit plus journaliste, je sais pas, tu vois, mais. Le seul truc le truc, c'est que Volkanovski, comme il a été champion dominant, il a pris tout le monde, tu vois. Tu vas pas le remettre une 4e fois contre Max Holloway. Si c'était Diego Lopez contre Evloev, ces deux-là auraient été pris pour la ceinture. Yair Rodriguez, il a déjà eu le combat il y a pas si longtemps. Il a déjà battu Brian Ortega. Tu dois descendre jusqu'à Arnold Allen. Ça m'intéresse pas des masses, tu vois. Josh Emmett. La seule option, ça aurait été du coup Patricio Pitbull. Alors, t'aurais mis Patricio contre. Ouais, ça m'aurait. Ouais, tu vois. Voilà, oui, c'est ça. Ça m'aurait plu, tu vois. Ça, t'accueilles un champion, t'es l'ancien champion, deux gars qui ont beaucoup d'expérience, bien bourlingués, qui sont pas des gros featherweight. Ça m'aurait vraiment plu. Ouais, en fait, c'est ça. Peut-être que la meilleure option serait peut-être été Evloev contre Lopez 2 pour la ceinture vacante. Et Volkanovski contre Patricio. Ça, toi, maintenant, pour définir. On a que des bonnes nouvelles. Et là, mais après, restons Ouais. positifs. Si Lopez gagne et devient champion, Evloev est peut-être simplement le prochain sans même combattre entre. Ouais. On l'aura peut-être fin d'année. Alors, c'est ce match. Restons positifs, on aura peut-être cette revanche fin d'année. On va prendre du plaisir sur l'année qui vient, ça c'est sûr. Alors, rapide parenthèse, je pense qu'on va pas prendre 5 minutes là-dessus, mais Topuria contre Makhachev, on en a déjà parlé. Je pense qu'on a déjà fait un genre d'épisode là-dessus, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais on peut. Il y a un élément nouveau quand même. Hein. C'est pas genre. Une vraie montée. Hein? C'est que c'est une vraie montée. C'est que non, c'est même plus une montée, c'est qu'il est plus capable de descendre à 66, c'est ce qu'il a dit, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il laisse sa ceinture. Ça veut dire que c'est une montée qui est déjà faite en soi. C'est qu'il n'est plus capable de descendre à 66 kilos. C'est lunaire, hein, quand tu sais qu'à un moment il descendait à 63 et que maintenant il est
Ouais, ça reste. Il a réussi 61, pas contre toi, mais. Ah ouais. Ah oui, avant toi, c'était un. Je sais pas. Avant de t'affronter, il était bantamweight. Et puis contre C'est toi, il a vrai raté la pesée, et même scénario qu'ici, en fait. Faut voir où est-ce qu'il a fait sa pesée. J'ai regardé ça. En Espagne. Mais c'est un truc de fou. Non, quand il a même. combattu au Brave Donc, avant de te combattre. Moi, je trouve ça non. très chouette. Je trouve ça très chouette que ce soit une vraie montée. Ça aura beaucoup plus de valeur que quand t'es champion des 66, que tu sais que tu dois défendre, tu peux pas monter trop et tout. Donc là, t'abandonnes ta ceinture, t'abandonnes aussi ton ancien poids. Tu y vas à fond dans ta nouvelle catégorie. Et Ouais. donc, il y aura beaucoup moins de narratifs si Makhachev gagne, il y aura un peu moins le narratif de la question du poids. Parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière du côté de Ilya. Et donc moi, j'avoue que cet élément-là me plaît d'autant plus. Je suis juste en train de regarder. Donc effectivement, juste avant le combat contre toi, il était en bantamweight. Par contre, Tapology, ils font comme s'il avait gagné la ceinture Cage Warriors, alors qu'ils indiquent bien qu'il a raté le poids. Bizarre. Petite erreur sur Tapology. Mais bref. Ouais, donc je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'un des facteurs X dont on avait discuté quand on parlait de l'éventualité Makhachev contre Topuria, c'était le fait que Topuria, ça reste une montée potentiellement éphémère juste pour le super fight. Ici, le fait que ce soit une montée c'est même pas qu'il se force à faire, c'est que son corps le force à faire. On aura un Topuria version lightweight contre Makhachev. Donc, ouais, et si c'est International Fight Week, on n'aura pas la version Makhachev de Dubaï. Ça paraît bête, mais tu vois, c'est un petit détail aussi. Ce sera la version Makhachev hors Dubaï. Donc, d'un point de vue poids, il n'y aura pas tant d'avantages du côté de Makhachev. Il y aura un avantage Makhachev, mais pas au point de si on avait un Topuria contre Makhachev avec un Topuria qui monte juste pour l'occasion puis qui redescend après. À Abu Dhabi, ça aurait été, j'ai dit Dubaï, à Abu Dhabi, ça aurait été différent. Ok, passons aux annonces du 315. Alors tout d'abord, ça c'est pas une annonce de cette nuit, mais on a Nora Cornell qui revient, qui est face à Hailey Cowan. Donc ça fait plaisir. Nora Cornell, son dernier combat c'était à Paris. C'est Paris, ouais. Donc chouette de la voir revenir contre une nana qui cherche sa première victoire à l'UFC en fait, qui a perdu ses débuts. Que je t'avoue que je connais pas en fait. Non plus. Voilà. Bon, on découvrira ça quand on fera la vidéo d'analyse. Ouais. Quand on fera la vidéo d'analyse. Alors, cette carte nous a offert une autre aussi annonce. C'était Grasso contre Natalia Silva. C'est pas une annonce de cette nuit, c'est l'annonce d'avant. Et moi, j'avais partagé ça en disant que c'était bon signe pour Manon. Donc, ouais, Grasso contre Silva, c'est vraiment un très beau combat. Je pense que l'UFC fait exprès de mettre ça sur la même carte que le title fight parce que du coup, il y a un backup automatique au cas où. Alors, dans les annonces de cette nuit, on a Gilbert Burns qui revient contre l'invaincu Michael Morales. Donc, dans cette division, on a clairement Michael Morales et Carlos Prates qui sont en train de faire leur ascension. Michael Morales, il est invaincu dans sa carrière, 17 victoires, dont 12 par KO, une par soumission et seulement 24% à la décision. Il est invaincu à l'UFC, forcément, puisqu'il est invaincu dans sa carrière. Il a 5-0 à l'UFC en passant par le Dana White Contender Series, donc 6-0 sous la bannière globale, on va dire. Il rencontre Gilbert Burns, lui, gros vétéran, 30 combats professionnels, 15-8 à l'UFC, qui lui est sur 3 défaites consécutives. Belal Mohamed, Jack Della Maddalena et Sean Brady. C'est un peu chaud de lui mettre un gros prospect comme ça, mais ça reste un très bon test. Tout à fait. Je connais pas, moi, Michael Morales. Donc, je le découvrirai. Écoute, que si, je pense que je l'ai vu, mais c'était pas. Konmani, t'as dû le voir quand même. Hein. Je le connais que 20 secondes. Non, écoute, c'est un gros prospect, un solide welterweight. Je pense que son nombre de finishes est assez impressionnant, mais on le sent depuis qu'il est à l'UFC, son nombre de finishes a diminué, mais ça reste un profil très compliqué, très dynamique. Je sais pas quel âge il a, mais il m'a l'air d'être 25 ans, c'est ça. Il m'a l'air jeune, très jeune. 25 ans, 17-0, déjà 5-0 à l'UFC. Par contre, il est de Équateur. Ouais, ça, il faut voir aussi son début de carrière, parce que le niveau... Mais c'est ça que je dis, il y a beaucoup de finishes, mais la plupart des finishes, c'est en début de carrière. Depuis qu'il est à l'UFC... C'est en début de carrière, et puis comme je te dis, c'était en Amérique du Sud, le combat. Ouais. Mais aussi un truc, c'est 1m83, 2m1 d'allonge.
Le ape ratio de ouf. Ah ouais. Pour Burns, ça va être 1m78, 1m80 d'allonge. Ça va être aussi un petit challenge. Donc là, je parlerai quand même d'opposition de style. Je pense que Burns, comme il l'a dit dans l'interview sur Fight Mind, justement, il doit un peu se rendre compte que ce qui fait sa force, c'est son sol. Et il doit essayer d'utiliser ça, comme il a fait contre Wonderboy, comme il avait fait contre Remas Vidal, comme il avait fait contre Neil Magny. Il doit reprendre ce style contre Michael Morales qui est plus un striker. Donc très belle opposition, très bon test pour Michael Morales et bonne opportunité pour Burns de rester dans le top de la division. Par contre, combat très chaud pour lui parce que s'il est sur 4 défaites consécutives, ça va faire un pincement au cœur. Ouais. On en arrive à l'annonce la plus joyeuse pour nous, fans francophones. C'est enfin officiel, on peut déstresser. Weili Zhang n'est plus dans la discussion. Valentina Shevchenko va défendre son titre en co-main event de l'UFC 315 contre Manon Fiorot. On a donc une nouvelle opportunité d'avoir la première française avec une ceinture UFC non intérim autour de la taille. On en avait déjà rapidement parlé. Toi, tu es très confiant par rapport à Manon dans ce combat. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir les early codes, tu vois. Opening odds. Ouais, les opening Code odds. d'ouverture, pour le dire en Code français. d'ouverture. Voilà. C'est quelque chose qu'on attendait. Effectivement, on était stressés ces derniers temps. Ça va arriver vite, hein. C'est fou. Le mois de mai, c'est vrai que j'ai pas dit la date, j'ai dit la date pour tout, mais ici c'est le 10 mai. Le 10 mai, donc dans 2 mois, 2 mois et demi, au Canada. Je suis relativement confiant, je pense, hein, enfin. Ouais, je pense. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu les codes de Paris. Et c'est une très bonne annonce. Et je pense clairement que ça sera la première athlète, premier athlète français. Enfin, je sais pas comment on dit pour englober tout le monde. Ouais, parce qu'en fait, t'as l'impression que si tu dis la première championne française à l'UFC, on Ça parle n'englobe que que des les femmes. femmes, tu vois. En Ouais. fait, alors, est-ce qu'il faut généraliser en disant le premier champion français Bah, est une normalement, oui, femme? hein. Ça fait bizarre comme phrase, mais c'est comme ça que tu dois le dire. Ouais, donc Ouais, c'est ça. Ça sera la première personne émanant de France Non, avec une ça ceinture sera- UFC. Elle de la sera taille. le premier combattant français à être championne. Pardonnez-nous, Et- on est et- belge. Non, mais La langue française. c'est une parce que tu vois, il y a le masculin, le féminin, et puis en fait La généralité, c'est et le neutre. Et Ouais. c'est vrai que le masculin peut être considéré comme un neutre, comme en anglais. ouais, en c'est fait, ça, tu vois. c'est ça. Donc le premier athlète, le premier champion est une femme, tu vois. Ça Voilà. peut se dire. Ouais. Ça fait Donc, penser c'est au bon. film. Normalement, on est bon sur le français. Là. Oui, super emballé par ce combat. Toi, tu en penses quoi? Dis-moi. Écoute, moi j'étais plus, tu vois, quelque chose qui se rapproche d'un 50-50, tu vois, sur ce combat. La dernière fois qu'on a eu cette discussion, tu m'as l'air très confiant en toi, et donc je suis retourné voir les 3 derniers combats de Manon et les 3 derniers combats de Shevchenko, et je te rejoins, j'ai pris en confiance grâce à ça. Donc je pense effectivement qu'on a de fortes chances d'avoir le 10 mai le premier combattant français avec une ceinture autour de la taille, et ce sera une femme. Bah, je pense. Hein. Je pense sincèrement. En tout cas, vraiment, c'est une annonce à célébrer parce que, comme on l'a dit, avec l'UFC, on n'est jamais sûr. Il y avait vraiment ce stress après la victoire de Weili Zhang. Moi, j'avais été rassuré quand j'ai appris que Weili Zhang avait dit qu'elle allait devoir faire de la promotion pour un film dans lequel elle est. Je m'étais dit non, l'UFC va jamais attendre fin d'année pour faire ce super fight. Et donc au final, l'UFC, comme j'avais dit, ils n'ont pas grand chose à perdre là-dedans. Si Manon gagne et que sa première défense c'est contre Weili Zhang, ça reste très très bien pour l'UFC. Si Valentina garde sa ceinture, ben forcément Weili Zhang contre Valentina Shevchenko, ça va bien vendre, ce sera un gros super fight aussi. Et puis cet argument pound for pound numéro 1 contre pound for pound numéro 2 ne se perd pas, même si Manon prend la ceinture, parce que si Manon prend la ceinture, elle passe numéro 2 pound for pound et Weili Zhang prendra la première place. Donc voilà, l'UFC fait un très bon choix. Nous, on est rassurés et on y croit vraiment. On y croit vraiment. J'ai très hâte de pouvoir faire l'analyse détaillée de ce combat. Et donc, félicitations à eux. Hein. Je pense que voilà, félicitations à Aldric et à Manon pour avoir obtenu ce titre. Je pense que Mérité, un titre mérité. amplement mérité, quoi, qui aurait déjà dû se produire bien avant. Clairement. Clairement. Donc, ouais. Si la chance était
Enfin, ouais, c'est la malchance, on pourrait dire, tu vois, mais il y a eu quand même ces combats, il y a eu une égalité, c'est pour ça que ça a été rematché, il y a eu Ouais, c'est ça. Ouais. La Ultimate trilogie Fighter, enfin, Grasso, franchement, Shevchenko, ouais, c'était une galère. ah ouais. Donc bon, voilà, on peut déstresser. Moi, pour avoir suivi ça d'un tout petit peu plus près, évidemment, avec quelques échanges avec Aldric, voilà, on voit quand même que c'était beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, et donc c'est rassurant. Maintenant, il y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessure du côté de Valentina. Mais comme je l'ai dit, le fait qu'il y ait Grasso contre Natalia Silva sur cette carte, ça signifie que s'il y a une blessure du côté de Shevchenko, il y aura toujours cette ceinture intérim en jeu avec soit Grasso, soit Silva. Donc ça rassure d'autant plus, je trouve. Dernière annonce, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y en a eu tellement, j'espère ne pas en avoir skippé. Belal Mohamed sera bien sur ces cartes. On s'attendait à ce que ce soit contre Shavkat Rakhmonov qui semble blessé, ce qui signifie que Jack Della Maddalena, qui était prévu en 5 rounds contre Leon Edwards à l'UFC Londres, mais il est décalé de 1 mois et demi et il prend le title shot. Là aussi, d'un point de vue sportif, il avait déjà un argument, je trouve. Le fait que Shavkat soit blessé, c'est clairement le prochain à pouvoir challenger cette ceinture. Donc, très beau combat aussi. Hein. Très, très beau combat. Ça. Ouais. Oui, très beau combat. Moi, je trouve que c'est un petit peu tôt pour JDM. Je vous avoue. T'as un peu le même argument. Pas aussi fort, mais t'as un tout petit peu le même argument que Tatiana contre Zhang. Exactement. C'est pas aussi fort, ça c'est sûr, parce que là, Tatiana, elle arrivait vraiment avec peu de combats et beaucoup de lay-off, enfin de temps d'arrêt. Ouais, contre JDM, moi j'aurais voulu un peu plus de maturité, tu vois. Parce que là, je pense qu'il va ouvrir. Enfin, il va être vraiment underdog. Hein. Je vois Belal être large favori sur ce combat. En fait, JDM, il est très. Moi, je le kiffe, hein, et toi aussi, je pense. On le kiffe tous les deux. Sa boxe est magnifique. Ses scrambles sont très bons. Il a un style très intriguant. Mais, ok, ses 4 premières victoires à l'UFC, c'est un truc de ouf. Mais c'est hors top 15. Exactement. Puis il prend Basile Hafez en short notice. Ouais. Là, on se posait des questions sur le Fight IQ. C'est une split. Il fait une split contre Basile Hafez. C'est pas ouf. Ouais, puis il prend Kevin Holland. C'est une split où on n'était pas forcément. Ouais, c'est vraiment une split. C'est vraiment l'impact contre le contrôle. C'est pas une split où tu te dis, bah non, c'est logique. Il y a un juge qui a un peu déconné, tu vois. Non. Là, t'as l'impression que c'est 2 juges qui ont déconné. Ouais. Il aurait pu perdre ce combat, ça aurait pas été choquant. Au contraire, moi j'avais scoré à mon grand désarroi, j'avais scoré Hafez. Hein. Ouais. Kevin Holland. Kevin Holland, on avait été déçu par ce combat dans l'ensemble, par les deux combattants. Et Gilbert Burns, faut rester honnête, il est en train de perdre ce combat. Gilbert qui fait une erreur de position, tu vois, mais c'était chaud, quoi. Ouais. Et donc, après, je 3 dernières sorties, c'est pour ça que j'aurais voulu qu'il confirme. Le Shavkat Rakhmonov, ça aurait été chaud, mais il aurait pu confirmer. Et pour moi, c'était vraiment un title éliminateur. Là, je trouve ça un peu tôt. Et c'est pas dans le sens où j'ai pas envie de voir ce combat, c'est que je pense qu'il a beaucoup à nous offrir, mais avec peut-être 2 combats en plus, tu vois. Ouais, c'est un peu ça ma grille de lecture aussi. En plus, ça fait 1 an qu'il a plus combattu là. Ça fera 1 an et 2 mois au moment de l'affrontement avec Belal. T'imagines, Belal a roulé sur Leon Edwards. Leon Edwards de la Maddalena, c'est pas du tout la même expérience de combat. Ouais. La même intelligence de combat, la même gestion de la stratégie, le choix technique, etc. Là, c'est un peu ma déception. Sur le truc. Alors peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que comme tu dis, l'année va lui permettre de se mettre bien sur les rails et qu'il va nous surprendre. Mais là, comme ça, j'aurais été plus satisfait de la prendre en fait, s'il avait battu Leon Edwards, moi j'aurais été pour le title shot derrière. Ah oui, Donc voilà. Après, voilà. Le truc, c'est que JDM, c'est vrai qu'on le voit comme un potentiel futur champion. Et là, le fait qu'il prenne son title shot trop tôt, ça pourrait changer complètement la direction de sa carrière. Maintenant, il a que 28 ans. Donc, même s'il perd contre Belal, il aura encore le temps de se réinventer, revenir et avoir de nouveau une chance au titre. Donc, 100%. Mais bon, ça reste un combat qui m'intrigue énormément. Comme tu l'as dit, je pense que Belal sera assez gros favori dans ce combat. Mais
avec JDM, il suffit d'une bonne action debout à n'importe quel moment, même dans la fatigue, il est capable, comme on l'a vu contre Gilbert Burns. Ça peut être pas mal. Ça peut être tout de même pas mal. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais ça peut être pas mal. Ça va être très très chaud, les amis. Ouais. Ok, on a fait le tour des bangers. Je pense pas en avoir oublié. Je fais vite un tour sur le profil de Marcel Dorf pour être sûr. Moi, j'ai coché tous les combats que. Ah non, Danny Gay contre Sean Woodson a été aussi annoncé. Pardon, Ah oui, je l'ai mais oublié. là, on va les. Non, Mais il y voilà. a plein de combats d'annoncés. Hein. Ouais, mais c'est le seul que j'ai oublié, en tout cas dans ce que je vois sur le profil de Marcel Dorf sur Twitter. Mais donc voilà, il y a aussi Danny Gay contre Sean Woodson pour une opposition de gabarit. Ça va être intéressant. Ceux-là aussi, hâte de pouvoir en parler. Brian, en tout grand merci, les amis, merci. Abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.